Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Au Royaume-Uni, la justice juge illégale l'expulsion de migrants vers le Rwanda, un projet très controversé porté par le gouvernement conservateur en avril 2022 et qui était censé dissuader l'arrivée illégale de migrants au Royaume-Uni. Un demi-million de personnes sont menacées par la famine au Nigeria. L'alerte a été donnée hier par les humanitaires de l'ONU à Genève qui demandent un financement urgent pour venir en aide à près de 6 millions de Nigérians. Et 2 jours après le décès de l'adolescent Naël, tué par un policier pour refus d'obtempérer, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et en banlieue parisienne ce jeudi soir. Au Royaume-Uni, le projet tant controversé de délocalisation des demandeurs d'asile au Rwanda ne verra probablement pas le jour. Il avait été déposé par le gouvernement conservateur le 14 avril 2022. Ce projet était selon eux censé dissuader d'autres migrants. Jeudi, la Cour d'appel britannique a estimé que le Rwanda ne peut en l'état être considéré comme un pays tiers sûr. Les détails avec Émeric Tarroignan. Au bout d'un bras de fer juridique qui aura duré plusieurs mois, la Cour d'appel britannique vient de trancher. Le projet controversé d'expulsion vers le Rwanda des migrants arrivés clandestinement au Royaume-Uni ne peut être exécuté. Selon la justice, le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Une conclusion contestée d'ores et déjà par le gouvernement britannique qui entend faire appel de la décision. Je respecte la Cour, mais je suis en désaccord fondamental avec ses conclusions. Le Rwanda est un pays sûr. Nous allons maintenant demander la permission de faire appel de cette décision devant la Cour suprême. Le Premier ministre Rishi Sunak et Boris Johnson avant lui voulaient par cette mesure phare limiter l'immigration clandestine. Le partenariat avec le Rwanda devait servir à cette cause. Mais très tôt, le projet a été dénoncé par des organisations des droits de l'homme et l'opposition britannique qui le jugeaient inhumain. La justice leur donne raison aujourd'hui et craint que ces migrants, une fois au Rwanda, soient exposés à des persécutions, des arguments rejetés par Kigali. Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile. En juin 2022, un premier vol de migrants vers le Rwanda avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui réclamait un examen approfondi de cette politique. La décision de la Cour d'appel britannique sonne comme un camouflet pour le gouvernement du Royaume-Uni qui ne s'avoue pas pour autant vaincu. Question migratoire toujours, c'est jeudi et vendredi. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour un sommet. Au menu des discussions, la relation avec la Chine ou encore le budget européen. Outre ces sujets, l'épineuse question de la gestion des migrations. Les 27 essaieront de mettre en place un mécanisme de solidarité pour répartir 30 000 demandeurs d'asile chaque année entre pays. Mais pour faire fonctionner l'aspect interne de la politique d'asile à venir, il faut que l'aspect externe de la politique migratoire fonctionne aussi, à savoir la sécurisation des frontières extérieures et la politique de retour des migrants non éligibles à l'asile. Et en France, la Cour d'assises de Paris a condamné ce mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité l'ex-gendarme rwandais Philippe Hategekimana, 66 ans. Après cette semaine de procès, la Cour d'assises de Paris a reconnu l'ex-adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza au sud du Rwanda coupable de génocide et crimes contre l'humanité, notamment pour son implication dans 3 massacres sur les collines de Nyabubare, Nyamuré et à l'Institut d'agronomie Isar Songa. Il a été condamné à la peine maximale. Il était le 5e accusé renvoyé aux assises en France pour des crimes commis au cours du génocide des Tutsis au Rwanda.
Jour de fête aujourd'hui pour une partie des musulmans du monde entier. En République démocratique du Congo, c'est hier que les musulmans ont célébré la fête de la Tabaski, une fête sous le signe de l'appel à l'unité lancé par le président Félix Tshisekedi. Une fête célébrée après des années de troubles sur fond de division interne au sein de la communauté musulmane, une minorité dans ce pays d'Afrique centrale à majorité chrétienne. Et pour ce jour de fête, le président Tshisekedi s'est rendu à la mosquée Rassoul, la plus grande mosquée de la capitale congolaise. Il était accompagné de toutes les branches de la communauté musulmane. Et à l'occasion de l'Aïd, le président de la transition au Tchad a prononcé un discours devant le Conseil supérieur des affaires islamiques du pays, un discours dans lequel Mahamat Idriss Déby appelle à une réconciliation nationale. Je vous propose de l'écouter. La conduite de la transition. Dès sa première phase sur le Conseil militaire de transition jusqu'à maintenant, est sous-tendu d'une politique de large ouverture, de réconciliation nationale et de pardon. C'est un engagement que je renouvelle sans cesse du haut de cette tribune. Je pardonne tous ceux qui sont impliqués, condamnés ou non, ayant commis des dégâts lors de l'insurrection du 20 octobre 2022. J'invite ceux d'entre eux qui ont fui le pays à regagner la mère patrie et participer à l'œuvre de construction de notre nation. Au moins un demi-million de personnes pourraient se retrouver dans une situation de famine aiguë au Nigeria si rien n'est fait en urgence pour leur venir en aide. Mercredi, au cours d'une réunion des Nations Unies à Genève en Suisse, des humanitaires de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme sur 6 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. 700 000 enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition sévère. Mathieu Nicolas. C'est un cri d'alarme lancé mercredi par les Nations Unies. Au Nigeria, les crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le nord-est du pays ont atteint de nouveaux sommets records. Le nombre de personnes confrontées à la faim atteint les 4,3 millions, dont plus d'un demi-million vivent au bord de la famine. Et le nombre d'enfants touchés par cette crise est particulièrement impressionnant. Le grand nombre de cas de malnutrition aiguë sévère. Ce dont nous parlons dans le Nord-Est, c'est de 700 000 enfants. Et cela en soi, c'est vraiment alarmant. Ce sont ces enfants qui sont sur le point de mourir, qui ont vraiment besoin d'une réponse thérapeutique immédiate dans les établissements de santé. Les responsables de l'ONU conviennent que la crise est principalement le résultat d'un conflit de 13 ans déclenché par la montée du groupe islamiste Boko Haram. Une insécurité à l'est du pays qui continue d'empêcher de nombreuses personnes de cultiver, de gagner leurs propres revenus ou même de se déplacer. Mais le changement climatique a aussi eu un impact significatif sur le développement du pays. Le Nigeria est l'un des pays du Sahel qui est en première ligne de la crise climatique. L'année dernière, nous avons connu les pires inondations en 10 ans au Nigeria, pas seulement dans le nord-est, qui a atteint plus de 4,4 millions de personnes à travers le pays. Pour l'ONU, il y a urgence. Les établissements de santé au Nigeria seront à court de fournitures dont ils ont besoin d'ici septembre si de nouveaux financements ne sont pas mobilisés. Environ 6 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate dans le pays. Un plan de réponse humanitaire à hauteur d'1,3 milliard de dollars de l'ONU pour le nord-est du Nigeria existe, mais il n'est malheureusement financé qu'à 25%. L'équipe de la Banque mondiale associée aux experts nationaux centrafricains a procédé officiellement mardi dernier à la publication de la 6e édition du cahier économique pour la RCA autour de la réforme des subventions aux combustibles fossiles. Le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloua, était venu personnellement apprécier la pertinence des analyses effectuées par cette édition spéciale des cahiers économiques de la RCA. Reportage avec notre correspondant sur place, Roland Jean-Paul Chibinda. Dans le cadre de l'édition spéciale des cahiers économiques pour la République centrafricaine, 6e édition sur la thématique réforme des subventions de carburants fossiles, la question qui s'est posée était de savoir dans quel contexte ce document a-t-il été
élaboré. Le contexte qui a motivé l'élaboration de ce document porte sur la prise en compte des conséquences de la guerre en Ukraine, à savoir, entre autres, effets directs constatés en 2022, la hausse des cours mondiaux de combustibles fossiles et la perturbation du circuit d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Il faut surtout préciser que l'incidence de ces crises d'inondation et de carburant a été très importante en cette période. Mais comment le gouvernement a-t-il pu réagir à cet effet? Face à cette situation grave et difficile, le gouvernement avait très vite pris des mesures courageuses en vue de renforcer le contrat social qui le lie avec la population. Je veux citer la principale mesure courageuse, responsable et louable, qui avait consisté à maintenir les prix à la pompe afin de réduire les effets de la hausse des cours mondiaux sur la population, alors qu'au même moment, beaucoup d'autres pays ont réajusté automatiquement à la hausse leurs prix à la pompe. Il ne faut pas perdre de vue que les conséquences drastiques de ces décisions gouvernementales par rapport à ces crises ont été très vite ressenties sur les questions de dépenses de l'État. Les incidences de cette crise sur l'économie centrafricaine sont de plusieurs facettes, parmi lesquelles la baisse significative des recettes fiscales. Signalant que le gouvernement, à travers le Premier ministre Félix Moloa, s'est réjoui que cette 6e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine se soit focalisée sur la définition des principes généraux des réformes à opérer sur les subventions des produits pétroliers afin d'inclure des mesures d'atténuation importantes offrant un appui ciblé aux segments les plus vulnérables de la population. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noël Dong et Amechigno. Le port du hijab dans les matchs de football féminin reste interdit en France. C'est ce qu'a décidé ce jeudi le Conseil d'État. Une décision rendue contre l'avis du rapporteur public qui avait souhaité autoriser le port de la tenue en compétition, estimant l'absence de prosélytisme et de provocation dans le seul port du hijab. Ces recommandations avaient déclenché une vive polémique dans la classe politique, la droite et l'extrême droite appelant à légiférer sur le port des signes religieux dans le sport. Dans sa décision, le Conseil d'État estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc soumises au devoir de neutralité, mais que la Fédération française de football peut dicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. De nombreux pays musulmans ont dénoncé jeudi une incitation à la haine et une provocation après qu'un homme a brûlé devant une mosquée de Stockholm en Suède des pages d'un exemplaire du Coran lors d'un rassemblement autorisé par les autorités suédoises. Un Irakien ayant fui son pays pour la Suède a piétiné mercredi devant la plus grande mosquée de Stockholm un exemplaire du Coran avant d'en brûler plusieurs pages au premier jour de la grande fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Ce type d'incident, qui a déjà eu lieu en Suède ou dans d'autres pays d'Europe, parfois à l'initiative de mouvements d'extrême droite, a entraîné dans le passé des manifestations et des tensions diplomatiques. Alexis Tsipras, le chef de l'opposition de gauche en Grèce, a annoncé ce jeudi sa décision de quitter la direction de son parti Syriza 4 jours après sa cuisante défaite face à la droite Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis. Il y a des moments où il faut prendre des décisions cruciales, a dit Alexis Tsipras, soulignant qu'il allait convoquer des élections au sein du parti pour élire un nouveau leader. Des élections pour lesquelles il ne serait pas candidat. À la tête de ce parti depuis 2009, Alexis Tsipras, 48 ans, a essuyé une défaite sans précédent aux élections législatives de dimanche. Son parti n'a obtenu que 17,83% des suffrages face à la droite de Kyriakos Mitsotakis qui a totalisé 40,56% des voix et 158 sièges sur les 300 du Parlement grec.
à l'occasion du sommet des 27 de l'UE, le président de la Commission européenne, Joseph Borrell, est revenu sur la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner en Russie le week-end dernier. Pour lui, Vladimir Poutine a été affaibli et ce n'est pas bon signe. Écoutez. Il est clair que Poutine sort déshonoré, affaibli. Mais un Poutine affaibli est un plus grand danger. Nous devons donc être très conscients des conséquences. En France, 48 heures après le décès de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un policier pour refus d'obtempérer, une marche blanche s'est déroulée en début d'après-midi dans sa ville d'origine, Nanterre. Un moment d'hommage qui survient après 2 nuits d'embrasement dans différentes villes de France. Le ministre de l'Intérieur annonce la mobilisation ce soir de 40 000 policiers. Le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Il est 14h à Nanterre lorsque la marche blanche en la mémoire de Naël, adolescent tué par un policier mardi, démarre. Dans le cortège, des pancartes bariolées de messages de soutien au jeune homme et des slogans à l'encontre de la police. Et au milieu, la mère de Naël, debout sur un véhicule. Ils étaient nombreux jeudi dans les rues de Nanterre, devant la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près de l'endroit où est mort le jeune conducteur. Le parquet de Nanterre a ouvert jeudi une information judiciaire pour homicide volontaire à l'encontre du policier auteur du coup de feu lors d'un contrôle routier ayant conduit à la mort de Naël à Nanterre. Le procureur de la République de Nanterre a annoncé avoir requis le placement en détention provisoire du fonctionnaire car les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Jeudi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la suspension administrative du policier. Le ministère de l'Intérieur a procédé à un certain nombre d'opérations transparence, si j'ose dire, sur l'affaire de Nanterre. J'ai demandé au préfet de police, puisque le procureur de la République a communiqué, de suspendre administrativement le policier qui est en cause par cette affaire judiciaire. Mercredi soir, au lendemain de la mort de Naël, la colère des habitants de quelques villes d'Île-de-France s'est faite ressentir. Des violences ont éclaté, commissariats, mairies et lieux publics ont été pris pour cible. Au total, plus de 180 interpellations ont été faites dans la nuit de mercredi. Jeudi, en marge de la marche blanche, de nouvelles échauffourées ont opposé des groupuscules à la police. Pour éviter la contagion des 2 précédentes nuits, 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 seulement à Paris, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Et j'ajoute que le principal mis en cause a été placé en détention provisoire. Et c'est avec cette information que nous nous quittons. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Sud.